Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Aujourd'hui, on s'attaque à une équipe très populaire dans l'Hexagone. Et c'est bien normal, car en plus d'avoir joué les premiers rôles pendant près de 20 ans, elle a été le lieu de résidence de notre plus éminent représentant, une armada noire et blanche, avec à sa tête l'un des plus grands stratèges de notre époque. Une implacable machine à gagner, qui a su se réinventer pour traverser les âges. Mettez-vous en rang et veuillez nous suivre dans le calme, direction San Antonio. Mais surtout, pas un pas de travers. Aux Spurs, on ne rigole pas avec la discipline. Coach Pop veille au grain. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Kareem, sky hook up. Hey, rock the baby to sleep and slam dunk. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. The buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Toronto. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Getting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. Comme souvent dans ce genre d'histoire, il nous faut faire un léger détour. Rassurez-vous, rien de bien loin. On reste dans le Texas, à peine quelques heures de voiture au nord. Bienvenue à Dallas, ses puits de pétrole et ses ranchs de cowboys. Oui, vous ne rêvez pas. Les Spurs ont bien vu le jour à Dallas. Ironique quand on connaît la haine viscérale que se vouent aujourd'hui les supporters des deux franchises. Autre époque, autres mœurs. D'autant plus que ce n'est pas la seule anomalie. À titre d'exemple, l'équipe domiciliée à Houston portait le nom évocateur de Mavericks. Quand on vous dit que l'on marche sur la tête, bref, on s'éloigne du sujet. C'est à Dallas, en 1967, qu'un petit groupe de businessmen décide de créer une équipe de basket destinée à jouer dans la toute nouvelle ABA. Incapables de se mettre d'accord, ils choisissent de la nommer en hommage au club dans lequel ils ont l'habitude de se retrouver. Les Dallas Chaparrals sont nés. Malgré de bons résultats, les Chaparrals peinent à attirer les foules. Dans une ville passionnée de foot américain, le basket, plus populaire dans les États du Nord, est loin d'être une attraction majeure. Pour y remédier, les propriétaires tentent de faire de leur franchise une équipe itinérante, une sorte de cirque ambulant allant de ville en ville dans tout le Texas. Là encore, c'est un échec cuisant. Sur le plan sportif, ce n'est pas plus brillant. Malgré leur fortune colossale, les propriétaires de la franchise refusent d'y injecter de trop importantes sommes d'argent. Ils écartent même l'idée de signer de hauts choix de draft, des contrats qu'ils estiment trop onéreux. Cette politique à la Picsou empêche les Chaparrals d'espérer mieux que de jouer les seconds rôles. I think that if you ask one of the Dallas owners if they ever made any mistakes, that they would say they made enough to sabotage 2 or 3 franchises. I think that's true. I think the owners made a lot of mistakes. Those of us that were in the front office. Tout bascule en 1973, quand un groupe d'investisseurs originaires de San Antonio offre de racheter la franchise. Un accord est trouvé pour une location de 3 ans avec option d'achat. L'équipe déménage donc à San Antonio et prend le nom de Spurs, les éperons, les accessoires indispensables des Cowboys, emblème de la région. Autre décor, autre ambiance. La franchise quitte Dallas, ses gros buildings et ses industries pour la très touristique Venise du Texas. Comme toutes les petites Venises à travers le monde, elle tire son surnom des nombreux canaux qui la traversent. Les Spurs prendront d'ailleurs l'habitude d'y célébrer leur titre. Mais ça, nous n'y sommes pas encore. Dans cette nouvelle ville, la concurrence est clairement moins féroce. Vierge de toute autre franchise évoluant dans une ligue majeure, la cité adopte d'emblée sa nouvelle équipe. En seulement 16 matchs, les Spurs attirent plus de spectateurs que les Chaparrals sur l'ensemble de la saison précédente.
Angelo Drossos et Red McCombs, 2 membres du fonds d'investissement, ne s'y trompent pas. Après 1 an seulement, l'option d'achat est levée. Les Spurs deviennent officiellement la franchise de San Antonio. La même année, les Éperons récupèrent une star montante dans un trade. George Garvin, The Iceman, surnommé ainsi pour son sang-froid et son invraisemblable capacité à ne jamais transpirer, est un formidable attaquant. Un scoreur pur et élégant, capable de passer son vis-à-vis en un battement de cils. Il hisse son signature move, le finger roll, au panthéon de la balle orange. En 11 ans, sous le jersey noir et blanc, l'arrière, au numéro 44, dépasse à 2 reprises les 32 points de moyenne, tout en se maintenant à plus de 50% de réussite. S'il vous plaît. 3 fois meilleur scoreur de la ligue, il est pendant longtemps, avec 33 unités, le recordman du nombre de points inscrits en un seul quart-temps. Malgré cela, il reste encore aujourd'hui l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Sans pour autant jouer les premiers rôles, les Spurs de Garvin deviennent une place forte de la ABA. Leur jeu spectaculaire attire les foules et fait de la franchise texane l'une des plus rentables de la ligue. À tel point que lorsque la ABA fait faillite en 1976, elle est l'une des 3 franchises capables de débourser les 3 millions de dollars pour intégrer la NBA. Contre toute attente, les débuts de San Antonio dans la Grande Ligue se font en grande pompe. Entre 1976 et 1983, The Iceman porte systématiquement les siens en play-off. La post-season, en revanche, se révèle être une autre paire de manches. We did all the things it takes to get there, but you know, once you get there, you got to do something special. And I don't think we did the special things to win it all. Voyant leur star décliner et après une saison vierge en 1984-85, le front office texan prend la décision d'appuyer sur le bouton reset. À l'été 85, Garvin est envoyé direction Chicago. Pas très Spurs tout ça. Dans les années qui suivent, les Noirs et Blancs réussissent, de peine et de misère, à se maintenir dans le ventre mou de la conférence Ouest. Profitant d'une saison vierge, ils se présentent à la draft munis du first pick. Le soir de la draft, le suspense est inexistant. The San Antonio Spurs select David Robinson from Navy. Bien que David Robinson doive attendre encore 2 ans pour jouer en NBA, US Navy oblige, impossible de passer à côté d'un tel phénomène. Il faut dire qu'un gaillard de 2,16 m, rapide comme l'éclair et à la musculature herculéenne, ça ne court pas les rues. En attendant, les Spurs décident de prendre leur mal en patience. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue ? Comme dans la fable, le pari s'avère être payant. Pas besoin de temps d'adaptation pour l'amiral. Dès sa première saison, il cumule 23,4 points, 12 rebonds et 3,9 contres de moyenne. Accroche une étoile de All-Star et il est même sélectionné dans 2 équipes All-NBA. Bon, inutile de vous préciser qui a remporté le Rookie of the Year cette année-là. It's very quick, so you have to stay on your feet all the time and be alert on the floor. You can't blink. And we were trying to do whatever we could. A guy like Moses Malone who has a lot of pride in his game, and this guy was dunking so fast and so hard, I couldn't believe it. L'impact de Robinson est tel que les Texans remportent 35 victoires de plus que la saison précédente. En play-off, les hommes de Larry Brown sweep Denver pour rejoindre les Blazers de Clyde the Glide Drexler en demi-finale de conf. L'affrontement est dantesque. Malheureusement pour San Antonio, à la fin du match 7, c'est Portland qui ressort vainqueur. Par la suite, les Spurs ne manquent pas une seule campagne de play-off pendant 6 ans, sans pour autant goûter au final. Déjà à l'époque, San Antonio est synonyme de post-season. À l'été 92, David Robinson fait partie de l'escapade dorée à Barcelone. Le futur pasteur, au comportement exemplaire, détonne au milieu de cette joyeuse bande de fêtards. Le 17 février 1994, il est le 4e et dernier joueur à ce jour à réaliser un quadruple-double. 34 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 contres sur la truffe de Pistons impuissants. Preuve, s'il en fallait une, que l'amiral est l'un des joueurs les plus polyvalents à avoir foulé les parquets de la Grande Ligue. Immense scoreur et infatigable défenseur,
le basketteur ultime. Un bœuf à l'agilité féline. Après avoir passé toute la saison à se tirer la bourre avec le gros Shaq pour le titre de meilleur marqueur, Robinson clôt le débat. Lors du dernier match de la saison régulière, il plante 71 points sur des Clippers pas réellement impliqués en défense. « 95 est l'année de la consécration. Après une grosse régulière à 62 victoires pour 20 défaites, Robinson est logiquement désigné MVP. Congratulations, David Robinson, 1995 NBA MVP. I want to thank my coaches, thank my teammates. I want to thank you fans. You've been wonderful. En play-off, l'amiral sort les muscles et permet aux Spurs d'enfin atteindre les finales de conférence où les attendent les champions en titre, les Rockets. Un duel 100% texan. Hakeem the Dream et son footwork légendaire d'un côté. David Robinson et son physique surhumain de l'autre. Un match dans le match pour déterminer qui sera le meilleur pivot des années 90. 6 rencontres suffisent finalement à Olajuwon pour prendre le dessus. Le meilleur, c'est lui. Pour San Antonio, l'histoire semble se répéter indéfiniment. Trop fort pour un loser, mais pas assez pour un gagnant. Cependant, un événement imprévu va tout changer. À l'été 96, Robinson se blesse et devient indisponible pour la quasi-intégralité de la saison. Les Spurs se retrouvent, malgré eux, avec un Dominique Wilkins de 36 ans comme franchise player. Les défaites s'enchaînent. Le general manager, un certain Greg Popovich, disciple du légendaire Don Nelson, y voit une opportunité en or. Il vire le coach Bob Hill et se nomme lui-même en remplaçant. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. I'm honored to have the opportunity to accept this challenge and work with the Spurs. And the only guarantee I'll make is that I'll work with every fiber of my body to make the situation more successful than it already is. Lui aussi, ancien militaire, il instaure une discipline de fer avec pour valeur exemplarité, sacrifice et travail acharné. Pop est le général, ses joueurs des soldats. Le coach décide et sa team exécute. Cette nouvelle mentalité trouve un écho tout particulier à San Antonio, ville de Fort Alamo et située à proximité de plusieurs bases de l'US Army. Mais avant d'envisager toute conquête, l'heure est au tanking. Et avec seulement 20 victoires en saison régulière, les Spurs récupèrent le first pick. Une aubaine. Juste après la loterie, Popovich grimpe dans un avion à destination des îles Vierges. Là-bas, il rencontre celui que tous les spécialistes annoncent comme le futur numéro 1 de draft, le prodige de Wake Forest, Tim Duncan. Le courant passe à la perfection. Et le soir de la draft, comme 10 ans plus tôt, le suspense est inexistant. With the first pick in the 1997 NBA draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan from Wake Forest University. Rien ne prédestinait pourtant Tim Duncan à atterrir au Texas. D'abord, parce qu'il commence le basket assez tardivement. Grand espoir de la natation dans son enfance, il découvre la balle orange à 13 ans, lorsqu'un ouragan ravage la seule piscine de sa ville. Ensuite, parce que Duncan aurait pu se présenter bien plus tôt à la draft, mais respectant une promesse faite à sa mère sur son lit de mort, il décide d'aller jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Pour les Spurs, les étoiles étaient alignées à la perfection. Vous vous souvenez de la saison rookie de David Robinson ? Celle de Duncan est du même acabit, voire encore meilleure. All-Star, All-NBA First Team, All-NBA First Defensive Team et bien sûr, Rookie of the Year. Historique. Pas le joueur le plus flashy, à l'image de son iconique bank shot,
The Big Fundamental est un terrien pur et dur à l'efficacité redoutable. Comme son surnom l'indique, ses fondamentaux au poste et sa science du jeu forcent l'admiration. Un exemple à montrer dans toutes les écoles de basket à travers le monde. Cependant, Tim Duncan ne se résume pas qu'à l'attaque. Dur sur l'homme, ses longs bras font de lui un défenseur d'élite, l'un des meilleurs two-way players de la ligue et sans contestation, le plus grand poste 4 de l'histoire. Ensemble, Dream Team et l'Amiral forment les Twin Towers, les tours jumelles. La paire d'intérieur la plus dominante en NBA. Ils ont l'occasion de le prouver dès 1999. Après une saison régulière marquée par un lockout, ils survolent les playoffs de la conférence Ouest, ne concédant qu'une petite défaite. Pour la première fois de son histoire, San Antonio accède au final. En face, les Knicks, lourdement diminués à l'intérieur par l'absence de Patrick Ewing, ne parviennent pas à contenir les tours jumelles. Duncan slings it cross court to Elliott. Touch pass inside to Robinson against Douglas. Good. The San Antonio Spurs have won their first NBA championship. Alors sophomore, Duncan est désigné MVP des finales et offre enfin un titre de champion à San Antonio, le dernier du XXe siècle. En 2001, Popovich décide d'injecter du sang neuf dans son équipe vieillissante. Ne disposant pas de haut choix de draft, il se tourne du côté du réservoir de joueurs issus du vieux continent, un territoire snobé par les scouts NBA. Avec cette stratégie, il réussit à sélectionner en 28e position un jeune meneur français. The San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Grâce à ses qualités naturelles de slasher et son éthique de travail stakhanoviste, Tipeee tape dans l'œil de Coach Pop, qui lui offre directement la main. Il est jeté dans le grand bain dès son 5e match. À 19 ans et 173 jours, Tipeee devient le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire. Un rôle de starter qu'il assumera pendant 16 ans. L'année suivante, il est rejoint par un Argentin, Emmanuel Ginobili, MVP d'Euroleague en titre, drafté en 58e position 2 ans plus tôt. Dans le jargon basketballistique, c'est ce qu'on appelle un steal, art dans lequel le tandem que forment Popovich et son GM R.C. Buford est passé maître. La NBA n'en est pas encore consciente, mais les fondations de l'une des plus grandes dynasties de l'histoire sont posées. Après quelques années de montée en puissance, pendant que les Lakers dominent la NBA, l'équipe arrive à maturité en 2003. Pour la 2e année consécutive, Duncan est nommé MVP de saison régulière. En play-off, le chemin jusqu'au final s'annonce ardu. Après avoir disposé des Suns au premier tour, il retrouve les Lakers de Kobe et Shaq, triple champion en titre. Tim Duncan contre Shaquille O'Neal. La discrétion contre l'exubérance. À l'époque, sans conteste, les deux intérieurs les plus dominants au monde. Après avoir été stoppé par les Lakers à 2 reprises lors des saisons précédentes, c'est au tour des Spurs de mettre fin au rêve de quadrupler des pourprés or. Plus loquace qu'à l'accoutumée, Duncan jubile. Plus que de finir leur règne, ce qui est le plus savoureux, c'est de finir leur saison et de continuer la nôtre. Au 3e tour, San Antonio dispose de Dallas, sa rivale texane, pour atteindre les finales NBA. Ils y retrouvent les Nets. Lors de cette série, Tony Parker se révèle aux yeux de la terre entière en tenant tête à Jason Kidd, sûrement le meilleur poste 1 de la ligue à cette époque. Ginobili est précieux en sortie de banc. Parker gives up a shot, Ginobili won't. For 3. Got it! Et Duncan fait du Duncan. We are a 3-point lead. Duncan over Kenyon Martin. Résultat 4-2. Clinique chirurgicale. The San Antonio Spurs are your world champions. David Robinson peut prendre sa retraite de la plus belle des manières. L'avenir est assuré.
les années bissextiles continuent de porter chance aux blancs et noirs. Tenu d'une main de maître par le gourou Popovich, l'institution Spurs semble inébranlable. Le boss, c'est Pop, et personne d'autre. Gare à ceux qui tentent de sortir du rang. Le stratège, vétéran de l'Air Force, pourrait vous gratifier de l'une de ses soufflantes légendaires, quand il n'est pas trop occupé à crier sur les arbitres ou se jouer des journalistes. We got to do this in the preseason? Are you kidding me? In the preseason we got to do this? The preseason? We have to rehearse and get ready. I need to practice. Attention, Popovich est loin d'être un tortionnaire. Voyez-le plutôt comme un père de famille exigeant, parfois trop sévère, mais toujours bien intentionné. What I was trying to do yesterday, you're being stubborn. You helped me though, 45 for 50. I helped you, baloney. This is the game. Help me. Get out there. Unanimement reconnu, malgré ses coups de sang, Coach Pop est un homme apprécié et écouté. Très engagé, il n'a pas peur de prendre des risques pour défendre les causes auxquelles il croit. En 2018 par exemple, il souligne l'hypocrisie de son pays vis-à-vis des Afro-Américains. Nous vivons dans un pays raciste, qui ne s'en est pas encore rendu compte. Et c'est toujours important de le mettre en lumière, même si ça énerve certaines personnes. Le fait est que vous devez leur mettre les faits sous le nez pour qu'ils comprennent que ça n'a toujours pas été réglé et que nous avons beaucoup de travail à faire. Autant vous dire qu'il ne porte pas vraiment Donald Trump dans son cœur. Un homme de gauche au pays de l'oncle Sam. Pas certain que l'électorat texan apprécie ses prises de position. De quoi relancer les rumeurs sur sa vie d'agent secret. Le basket proposé, lui, est à l'image de la franchise. Pas très sexy, voire ennuyeux pour certains, mais bougrement efficace. Du demi-terrain lent et méthodique, couplé à une défense de fer. Clairement pas du genre à soulever les foules. Au milieu de cette armada ultra disciplinée, seul le fantasque Manu Ginobili fait figure d'électron libre. Très souvent pour le meilleur, et quelquefois pour le pire. Le meilleur, comme en 2005, où l'Argentin manque de shipper le MVP des finales à Duncan. Dans une série irrespirable, il est le facteur X qui permet aux Spurs de venir à bout des Pistons en quête de back-to-back. Under 40 to play. Ginobili. Le pire intervient un an plus tard. En demi-finale de conférence Ouest contre Dallas, il coûte la série à San Antonio d'une faute idiote, et cela alors qu'il venait de donner l'avantage aux siens quelques secondes auparavant. Le génie a un prix. Année bissextile oblige, 2007 est synonyme de parcours de santé pour les Spurs. Après une saison régulière moins bonne qu'à l'accoutumée, seulement la 3e place à l'Ouest, excusez du peu, San Antonio va survoler la post-season. Seuls les Suns de Nash et du Stud donnent un semblant de résistance. En finale, les Cavs du jeune LeBron James se dressent face à eux. Esselé, The Chosen One ne peut absolument rien faire. Sweep. And there's the buzzer. The San Antonio Spurs are NBA champions once again. Their 4th title in 9 years. 3e titre en 6 ans pour le trio Duncan, Parker, Ginobili. En guise de passation de pouvoir, Duncan, légèrement chambreur, salue la performance du futur King. Cela va être ta ligue dans peu de temps. Mais j'apprécie que tu nous donnes le titre cette année. Vrai, en reconnaisse vrai. Pour la première fois, le trophée de MVP des finales ne revient pas à The Big Fundamental. Tony Parker le devance avec 24,5 points de moyenne sur la série. À seulement 25 ans, le déjà double All-Star devient le premier Européen à se voir décerner cette récompense. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de la franchise. Popovich décide de donner davantage de responsabilités aux Frenchies en faisant progressivement sa première option offensive. Dès la saison 2008-2009, il devient le meilleur marqueur de l'équipe. Duncan, grand seigneur, accepte sans broncher. Bien que les observateurs annoncent très régulièrement le déclin de l'équipe, les Spurs, eux, continuent d'enchaîner les très grosses saisons régulières. En play-off, ils restent de sérieux concurrents, mais ne parviennent plus à atteindre les finales. Seule grosse tâche sur leur CV, un upset retentissant en 2011 par des Grizzlies 8e à l'Ouest. Peu à peu, le jeu intéressant des Spurs évolue vers un basket plus flamboyant. Catalogué toute la première partie de sa carrière comme coach ultra défensif, Popovich démontre que son génie tactique peut également s'appliquer de l'autre côté du terrain.
S'adaptant à son nouvel effectif, il crée une myriade de systèmes pour mettre en valeur ses extérieurs. Sa nouvelle philosophie, le mouvement permanent. Et cela s'applique aussi bien à la balle qu'aux joueurs. Le loop en est peut-être le système le plus représentatif. Tipeee monte la balle, la passe à un coéquipier en tête de raquette, continue sa course en profitant des écrans ligne de fond, traverse la raquette et reçoit la gonfle. La suite est à son bon vouloir. Il peut décider de prendre le tir, attaquer le cercle ou faire la passe à un intérieur généralement démarqué. Sur cette action, chaque joueur, même s'il ne reçoit pas la balle, est mis à contribution. Il s'agit là de l'essence même de ce nouveau type de basket prôné par Popovich. Il pourrait se résumer en 3 points essentiels. D'abord, le partage de balles. Un joueur ne doit pas monopoliser le jeu à son compte trop longtemps. Ensuite, le jeu sans ballon. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la balle qu'un joueur doit rester statique. Et enfin, la liberté de jeu. Chaque système peut être adapté en fonction de la situation. Le but étant de trouver la solution. Le tir avec le plus haut pourcentage de réussite. Même si je suis démarqué, mais que je ne suis pas dans une zone préférentielle, je fais une extra passe à un coéquipier. C'est ce que Popovich appelle la recherche du très bon tir. 28 assists and just 10 turnovers. I mean, an incredible ratio. And look at that pass. Steve Kerr, une fois coach des Warriors, s'en inspirera très largement. Another feed inside to Curry. Ball moving. Iguodala hesitant to shoot now. Curry not. Ce nouveau playbook incarne à 100% l'esprit Spurs. Collectif et rigueur. Rigueur, oui. Parce que pour être exécuté à la perfection, ces systèmes demandent un apprentissage méthodique. Pas question d'être en retard à l'entraînement. Pour en revenir au jeu, la bascule se fait à la draft 2011, quand San Antonio, via un trade, récupère Kawhi Leonard en milieu de premier tour. Un diamant brut que le joaillier Popovich va se faire un plaisir de polir. Catalogué comme gros défenseur à la fac, l'ailier va prouver qu'il peut être tout aussi à l'aise en attaque. Taiseux à la manière d'un Duncan, ils se font à la perfection dans le moule Spurs. À une époque où chaque équipe cherche en vain un joueur capable de défendre sur le King, Popovich tient là un début de réponse. Lors des playoffs 2013, fort d'un effectif pléthorique, les éperons écrasent la conférence Ouest. Seuls les Warriors, d'un jeune et talentueux Steph Curry, font illusion. Les Spurs arrivent en finale NBA, bien décidés à renouer avec la victoire. Face à eux, LeBron James se présente à nouveau. Mais cette fois, le King n'est pas seul. Maintenant du côté de South Beach, il fait régner la terreur, épaulé par 2 lieutenants de luxe, Dwayne Wade et Chris Bosh. Un défi de taille. Big 3 contre Big 3. La série est irrespirable. Aucune des deux équipes ne parvient à remporter 2 matchs de suite. Tout se joue dans le Game 6. À 20 secondes de la fin du match, les Spurs disposent de 2 unités d'avance et sont sur le point de remporter le titre. Les Heatles font faute et envoient Kawhi sur la ligne. Il manque de tuer la rencontre en ne convertissant qu'un seul de ses lancers. Watch one there from Leonard. 15 secondes à jouer. Miami remonte la balle. LeBron manque un 3 points ouvert. Bosh capte le rebond offensif et passe la gonfle à Ray Allen. Le reste se passe de commentaires. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Spurs do not have a timeout. But the officials are going to review to see if Allen was behind the line. Chris Bosh. Un coup de massue s'abat sur San Antonio. Les Spurs ne s'en remettront pas. Miami prend le dessus en prolongation. Green trying to get free. Cross court pass to Green. Green blocked by Bosh. Game over. There'll be a game 7. Et conclut l'affaire au match 7. It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA championship resides once again in Miami. À la sortie du Game 6, c'est abattu et le visage livide que les hommes de Greg Popovich rentrent au vestiaire. Tony Parker résumera la situation plus tard. On était à plus 5 à 28 secondes. Pop prend le temps mort et tu vois du coin de l'œil le trophée. Ils amènent tous les trucs et ils préparent la corde autour du terrain. Et après,
tu as 99,4% de chance de gagner le match, tu vois. On a réussi à être dans les 0,6%. Même pour les inébranlables Greg Popovich et Tim Duncan, la pilule est dure à avaler. Le coach déclarera même des années plus tard être toujours hanté par ce terrible souvenir. Certaines blessures ne cicatrisent jamais. Là où beaucoup d'autres équipes se seraient effondrées après une telle désillusion, les Spurs, eux, s'en servent comme source inépuisable de motivation. Pas question de revivre ça. Les hommes de Coach Pop, fidèles à la tradition militaire du coin, passent l'été à s'entraîner dans un camp de l'US Army. Et c'est revanchards qu'ils entament l'exercice 2013-2014. Comme à l'accoutumée, la saison régulière n'est qu'une formalité. À l'approche des playoffs, les blancs et noirs décident d'enfoncer le clou et restent invaincus sur l'entièreté du mois de mars. Au total sur la saison, 62 victoires. Au premier tour, San Antonio se fait une grosse frayeur et manque de se faire sortir par les Mavs. Mais sa volonté de vaincre est trop forte. Le reste n'est qu'un parcours de santé. Pour les finales, on prend les mêmes et on recommence. Mais cette fois, le scénario est complètement différent. À un partout dans la série, les Spurs ont perdu l'avantage du terrain et tous les observateurs annoncent une victoire facile du Heat. Mais attention, San Antonio n'est jamais aussi dangereux que dans le rôle de l'underdog. Au Game 3, il climatise toute la Floride avec une performance historique. Une première mi-temps à jamais gravée dans la légende. Dès le début du match, c'est tout l'effectif texan qui rentre dans la zone, avec une mention spéciale pour notre Boris Jones national. Pendant 24 minutes, les Spurs vont faire l'intégrale aux Heatles. Entrée, plat, dessert. Le plus beau basket jamais pratiqué. Une véritable ode à notre sport. Les hommes de Greg Popovich se trouvent les yeux fermés et shootent à des pourcentages indécents. 75,8% à la mi-temps. Un record en finale NBA. Le Beautiful Game est né. Un léger mieux de LeBron et les siens en deuxième période n'y changera rien. Alors que tout le monde se dit qu'une telle performance ne peut se reproduire, les Spurs maintiennent ce niveau de jeu lors des rencontres suivantes. Bosh just 2 of 6. The Heat have gone cold. Ginobili on the finish! Flushes it with the left hand. Le Heat est impuissant et s'incline 4-1. San Antonio est libéré et célèbre comme jamais. Parker dira plus tard qu'il s'agit tout simplement de son plus beau titre. Les drapeaux du monde entier sont de sortie, avec 2 Français, un Argentin, un Brésilien, 2 Australiens, un Canadien et un Italien. L'équipe est la plus cosmopolite de l'histoire à être baguée. Le résultat d'une ouverture de la NBA à l'international, à laquelle les Spurs ont très largement contribué. Pas besoin de parler la même langue. Ces gens-là communiquent ballon en main. La performance collective est telle qu'il est difficile de choisir un seul MVP des finales. Kawhi Leonard. C'est finalement le jeune Kawhi Leonard qui reçoit le trophée des mains de Bill Russell. The fans of San Antonio know how great you are, and now the whole world does. You are the 2014 Bill Russell MVP. Comme David Robinson et Tim Duncan avant lui, Tony Parker laisse sa place. The Claw devient officiellement le nouveau go-to-guy de l'équipe. Si la saison suivante est décevante, celle d'après est spursesque. Bien aidés par le renfort du poste 4 All-Star, LaMarcus Aldridge, les Spurs effectuent la meilleure régulière de leur histoire et passent à un match de devenir la première équipe invaincue à domicile sur toute une saison. 67 victoires pour seulement 15 défaites. Les Blancs et Noirs sont finalement battus en demi-finale de conférence par une équipe du Thunder plus jeune et surtout beaucoup plus athlétique. Cette défaite marque la fin du Big Three de San Antonio. Fidèle à lui-même, Tim Duncan prend sa retraite dans la discrétion la plus totale. To all you in here, the fans, all of San Antonio, thank you. Plus tard, c'est au tour d'El Manu de faire de même.
non sans nous gratifier d'un dernier tour de magie dont il a le secret. Lors de la même intersaison, Tony Parker décide de quitter San Antonio pour rejoindre Charlotte et la franchise de son idole. La fin d'une époque. Can we do it one more last time for me? One more last time all together. 1, 2, 3. Thank you. De la génération dorée des Spurs, seul l'éternel Greg Popovich subsiste encore aujourd'hui. De par sa longévité, le trio laisse derrière lui des records en pagaille. Il est le Big Three le plus victorieux et avec le plus d'apparitions de l'histoire, en saison régulière, tout comme en play-off. Dans une nouvelle NBA, où les stars changent régulièrement de franchise, cela ne risque pas d'être battu avant un bon moment. Mais la legacy des Spurs ne se résume pas qu'aux titres et aux records, plus qu'une équipe. San Antonio est une institution, une machine à gagner sur laquelle toutes les autres franchises de la ligue tentent de se calquer, avec plus ou moins de réussite. Si je vous dis Mike Budenholzer, Brett Brown, Quinn Snyder, Doc Rivers ou encore Steve Kerr, tous ont un lien plus ou moins direct avec l'école Spurs. Et la liste est encore longue. La saison 2016-2017 marque le dernier coup d'éclat des éperons. Kawhi mène les siens en finale de conférence. Lors du premier match, et contre toute attente, les Spurs dominent, de la tête et des épaules, des Warriors ultra favoris. Au milieu du troisième quart, le boucher Zaza Pachulia blesse plus ou moins volontairement un Kawhi Leonard chaud bouillant. When you get your feet into the landing space of the shooter. An ankle taking a pounding here in the third quarter, one that was already sore. Two-step, lead with your foot closeout is not appropriate. It's dangerous, it's unsportsmanlike, it's just not what anybody does to anybody else. Le momentum change de camp. And dominating the ball game. Curry once again from downtown. Orphelins de leur franchise player, les Spurs se font sweeper. Quelques semaines plus tard, le front office de San Antonio annonce une nouvelle blessure de Kawhi Leonard, le rendant indisponible pour le début de la saison. C'est le début d'un feuilleton à rebondissement dans le Texas. Jouera pas? La question est sur toutes les lèvres. The Claw revient pour quelques matchs, puis est de nouveau incertain. Le staff médical le déclare apte à jouer. Lui ne l'entend pas de cette oreille et part à New York passer des examens complémentaires. Une situation de crise inédite dans l'histoire des Spurs. L'incompréhension est totale. Sous l'impulsion d'un courageux LaMarcus Aldridge, les Blancs et Noirs réussissent tout de même à accrocher une place en play-off. Et alors que les fans espèrent encore un retour de Kawhi, le double défenseur de l'année ne se montre pas. Sans lui, San Antonio s'incline lourdement face aux Warriors. Lors de l'intersaison, Leonard exprime clairement ne plus vouloir jouer pour les Spurs, désireux de rejoindre l'une des franchises de Los Angeles, sa ville natale. Les quelques fans, croyant encore à une réconciliation, doivent se rendre à l'évidence. En guise d'ultime punition, il est envoyé aux Raptors contre DeMar DeRozan et Jacob Poeltl. Kawhi ne sera donc pas l'héritier des Tim Duncan et consorts. Par la suite, les Spurs continuent à se qualifier tant bien que mal en play-off, portant la série en cours à 23 saisons consécutives. Mais jusqu'à quand? Avec un LaMarcus Aldridge vieillissant et des jeunes prometteurs, mais dont aucun ne semble taillé pour devenir All-Star, la dynastie est sur le point de s'éteindre. 2020 risque d'être la saison de trop. I'm so tired of this. À 71 ans, Coach Pop, même lui, semble prêt à passer le relais. Peut-être à son fils spirituel, Tim Duncan, devenu assistant coach en 2019. Ou à Becky Hammon, double championne WNBA,
qui deviendrait par l'occasion la première femme head coach en NBA. Une chose est sûre, avec le départ prochain de Greg Popovich, c'est une page d'histoire qui se tourne. Pour la première fois depuis une éternité, San Antonio devra passer par une période de reconstruction. La franchise saura-t-elle, comme par le passé, négocier ce virage ? « 20 ans ont suffi à Greg Popovich pour transformer un petit marché ignoré de tous en l'une des plus grandes dynasties de l'histoire du sport américain. Au XXIe siècle, aucune autre franchise ne peut se vanter d'avoir eu un tel impact sur l'ensemble de la ligue. L'institution Spurs est devenue une marque de fabrique, synonyme de réussite et de longévité. Souvent copiée, mais pour l'instant, jamais égalée. L'explosion au plus haut niveau de joueurs, comme Tony Parker et Manu Ginobili, a grandement contribué à l'ouverture de la NBA à l'international. Une exception parmi les ligues majeures aux États-Unis. Si les jeunes crosseurs du monde entier peuvent se permettre de rêver à briller sur les parquets de la Grande Ligue, c'est grâce à eux. Si nous sommes si nombreux, en France, à nous intéresser à la balle orange, ils n'y sont pas non plus étrangers. Dans une ligue où les performances individuelles sont portées au nu, les Spurs, eux, ont redonné un sens au mot collectif. Quoi qu'il en coûte, rester unis dans la victoire comme dans la défaite. Le Spurs Basketball, c'est ça. L'idée que chaque individu a un rôle à jouer. Qu'ensemble, nous pouvons accomplir l'impossible. Dis donc, ça ne sonne pas un peu trop marxiste pour des Texans ?